André Masson est né le 4 janvier 1896 à Balagny dans l'Oise. Une exposition en 1924 attire sur lui l'attention de Breton. Et depuis, Masson a toujours été considéré comme un peintre surréaliste. Sa peinture contient tout à la fois le calme et la violence, le silence et le tumulte, le chaos et l'ordre. Cette toile, par exemple, n'est-ce pas, est tellement chaotique d'aspect qu'au premier abord, il n'y a que du chaos. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit qu'il y a des détails. C'est un combat de monstres. Voilà une femme effrayée par ce combat. Voilà des débris humains. Voilà des morts. Mais tout cela n'est pas lisible au premier abord. D'abord, il n'y a qu'une sorte de volute colorée. Donc la lecture vient après la sensation de couleur et de rythme. Une espèce de tumulte. Mais pour moi, rien, comme on dit autrefois, parce que ça commence à passer de mode, rien n'est abstrait là-dedans. Bon. Mais c'est l'accumulation d'un monde imaginaire qui cause une sorte de désarroi premier, qui ensuite est peut-être corrigé par une lecture, comment dirais-je, une lecture obligatoire. Enfin, on peut très bien ne pas vouloir le lire. Enfin, mais si on veut bien le lire, c'est un tableau qu'on peut regarder assez longtemps. C'est le cas de presque tous mes tableaux depuis toujours. Lecture difficile au premier abord, et puis ensuite, c'est évident, il y a là des éléments qu'on peut même reconnaître, des éléments qui appartiennent à la nature ou à l'homme. À l'Académie de Bruxelles, Masson a suivi les cours d'un maître qui fut aussi celui de Delvaux et de Magritte, Constant Montalde. Les œuvres de Montalde, attachées à l'école symboliste de cette époque, paraissent annoncer, pour le spectateur d'aujourd'hui, la peinture surréaliste. On connaît la définition de Breton. Pour moi, la plus forte des images surréalistes est celle qui présente le degré d'arbitraire le plus élevé, je ne le cache pas. Celle que l'on met le plus longtemps à traduire en langue pratique. Soit que cette image surréaliste recèle une dose énorme de contradictions apparentes, soit que l'un de ces termes soit curieusement dérobé, soit que s'annonçant sensationnelle, elle ait l'air de se dénouer faiblement, soit que cette image est d'ordre hallucinatoire, soit qu'elle prête très naturellement à l'abstrait le masque du concret, ou inversement, soit qu'elle implique la négation de quelques propriétés physiques élémentaires, soit qu'elle déchaîne le rire. Alors, au vu de cette définition, André Masson est-il un peintre surréaliste? Et quelle est sa position face au surréalisme? J'ai quand même été dans le mouvement dès son origine. Et peut-on relier ses origines? Non. Seulement, il s'est passé ceci, c'est que je n'étais pas d'une orthodoxie très marquée. Quoique Breton disait, quand j'ai quitté le mouvement, a écrit dans le second manifeste, André Masson, dont les opinions surréalistes, pourtant si affichées, n'ont pas résisté à... etc., etc. Mais il avait raison. Je ne suis pas un homme grégaire, n'est-ce pas? Et c'est bien, à part l'armée, vraiment, la première fois où je me sentais avec tant d'hommes. Une douzaine d'apôtres, c'est tout de même très difficile. Et ce n'était pas tellement les apôtres, mais c'était le maître.
qui ne pouvait pas être autre qu'il n'était, d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'avais un malin plaisir à relever les contradictions qui surgissaient de temps en temps dans les propos d'André Breton. Or, je manifeste moi toujours la nécessité de la contradiction. Mais Breton pouvait prendre ça vraiment pour une rébellion, qu'il me passait, car il était avec moi d'une patience angélique. Très tard, quand je me suis réconcilié avec lui, nous partions vers les États-Unis, et nous avons fait cette halte à la Martinique. Nous avons fait un panorama de l'ensemble du mouvement, avec ses hauts et ses bas, ses défections, ses enthousiasmes, etc. Et d'un coup, je dis à Breton, mais et moi? Oh, toi, tu es le plus grand emmerdeur que j'ai rencontré dans ma vie. Oh, non. Ou plutôt, oui, mais avec Char. Cependant, avec René Char. Mais c'est pour vous dire que les relations ont toujours été assez orageuses, avec les réconciliations, et puis finalement le déchirement fatal aux États-Unis, puisque ça a été jusqu'à une condamnation de Tanguy par Breton, ce qui était assez extraordinaire. Il lui reprochait d'avoir une vie bourgeoise aux États-Unis, n'est-ce pas? Alors je veux dire que, bien sûr, surréaliste, je le suis presque de naissance, bon. Mais orthodoxe, non. C'est-à-dire que c'est à ce point que si, par exemple, on me disait il ne faut nommer qu'un nom de peintre surréaliste, un seul. Vous savez, c'est sur l'histoire de l'île déserte avec le livre que vous allez emporter. C'est toujours évidemment un peu trouble comme question. Mais enfin, ça peut se poser à l'esprit. Mais certainement, je ne dirais pas moi. Honnêtement, je dirais non, pas moi. Je choisirai un nom, je ne vous dis pas lequel. Mais je choisirai un autre nom que le mien. C'est vous dire à quel point la critique a eu raison et tort à la fois en disant il est surréaliste et il ne l'est pas. Oui, c'est là aussi une des différences de ma disposition mentale et disons, lyrique, qui me différencie de mes amis surréalistes. C'est que la mort chez eux n'intervient jamais dans leur représentation. Jamais. Cherchez, vous ne la trouverez pas. Non, elle est escamotée. Chez les orthodoxes. Elle est escamotée. Elle est escamotée. Il n'y a que chez moi que vous verrez des symboles de la mort, des crânes, etc., tout de suite, dans le surréalisme même, au début. Et aussi, j'ai été tout de même le premier à faire des dessins érotiques surréalistes. Et cela par le chemin de la fameuse doctrine de Breton de l'automatisme. Car je m'étais aperçu, avant de connaître Breton et avant que le surréalisme soit là, que quand je dessinais machinalement, cela se tournait toujours vers l'érotisme. Et pourquoi ne pas le dire, puisque cela a été écrit, que Breton, à la fin de sa vie, a un peu renié cette doctrine de l'automatisme, c'est qu'on reconnaît que lorsqu'on feuillette la révolution surréaliste, le seul automatiste, c'est Masson.
Les autres ne font pas de dessin automatique. Car les frottages de Max Ernst, ce n'est quand même pas tout à fait de l'automatisme. L'automatisme, selon Breton, c'est vraiment la main qui suit le parcours, qui dévoile un monde intérieur, n'est-ce pas ? J'ai commencé donc par l'érotisme, par la voie de la métamorphose. Et ensuite, j'ai dit souvent, je veux toujours qu'une chose soit aussi une autre chose. Voilà. Le contraire de la fixité, le contraire du canon classique, ça c'est absolument évident, et naturellement mon insatisfaction perpétuelle, puisque je veux montrer une mutation incessante, et que par exemple le cinématographe ou la télévision sont des moyens beaucoup plus adéquats, n'est-ce pas ? Mais je crois que je suis arrivé malgré tout, ça je m'en vante un peu, surtout dans mes dessins. Dans ma peinture, c'est déjà, il y a trop d'attentes de travail. Mais dans mes dessins automatiques qui sont faits à une rapidité folle, je crois qu'on ne voit pas le moment où la chose devient l'autre, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que la pensée profanatrice de Sade est vraiment la pensée dont se réclamaient essentiellement les surréalistes. Ce qu'on ne dit jamais, on parle de Lautréamont, mais ça c'est un écrivain remarquable, un lyrique étrange, on parle de Rimbaud, très bien, mais comme philosophe,
Eh bien, il n'y a que Sade. Ce n'est pas Hegel, ce n'est pas Marx, ce n'est rien de tout ça. C'est justement Sade que les surréalistes considéraient, non pas comme pornographe, mais comme un des philosophes les plus importants du XVIIIe siècle. Oui, oui, Sade résiste à toute critique. On ne peut pas critiquer, si on est surréaliste, on ne peut pas critiquer Sade. Même si on le veut, on ne le peut pas. Alors donc, situation des artistes surréalistes, et Breton a écrit de moi, André Masson, qui plus que quiconque se méfie de l'art. La vérité, c'est que j'étais un homme représentatif de ma génération qui, sortant des combats les plus affreux, les plus atroces, était arrivé à douter de tout, à me méfier de tout, pas seulement de l'art, mais à me méfier de ma propre existence. C'est-à-dire que j'étais ramené à zéro. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai vécu les premières années qui ont suivi ma réforme pour blessure et état mental déficient, que je considérais la vie comme une chose qui n'avait pas d'importance. C'est pour ça qu'elle a été vagabonde pendant un bout de temps, et puis arrêtée ensuite, reprise aussi par le vagabondage jusqu'au moment où je me suis un peu tassé. Mais au fond, ce qui m'a vraiment réuni à moi-même, si j'ose dire, c'est même le surréalisme. C'est pour ça que je reste reconnaissant à André Breton d'avoir pu créer un mouvement qui pouvait attirer des gens comme moi, qui était le dernier homme à vouloir encore être en commun avec quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas pu être dadaïste, n'est-ce pas? Mais le surréalisme m'a fasciné. D'ailleurs, ce n'est pas le surréalisme, c'est la visite d'André Breton dans mon atelier avant la fondation du mouvement surréaliste, avant la révolution surréaliste, avant l'apparition de cette revue s'appelant la Révolution surréaliste. Donc, j'étais symboliste, en somme, avant que le surréalisme s'appelle de ce nom, s'appelle le surréalisme, n'est-ce pas? Et Breton l'a très bien vu tout de suite, que je n'étais pas un réaliste. Nous sommes environnés de présages, de symboles, et c'est ce qu'il voyait dans ma peinture de cette époque-là, c'est-à-dire j'avais 25, 26 ans. Et voilà donc l'explication. J'étais donc surréaliste sans le vouloir, très jeune. J'avais, disons, des dispositions surréalistes avant que le mot existe. Je rappelle toujours ce que Miro m'avait demandé quand nous étions l'un à côté de l'autre, dans un atelier mitoyen, qu'il faut-il aller voir, me dit-il, au Breton ou Picabia? Et je lui ai dit, non, Picabia, c'est le passé, Breton, c'est l'avenir. Et le hasard objectif, pour parler en surréaliste, a voulu que Breton, quelques semaines après, vienne me voir et que je lui présente Miro, mon voisin. Donc, pour en revenir à cette idée, nous avions parlé tout de suite du côté banal de l'art en général. Au fond, l'art était banal. Aussi bien l'art ancien que l'art moderne le plus proche, il y avait une somme de banalité excessive et qui donnait en somme une sorte d'acquiescement à une réalité que nous voulions démolir. Et alors c'est là où Sartre, quelques années après, intervient, et dans cette lecture que je vais vous faire, ça va être très net. Il dit comment? Voilà des gens qui sont contre l'art, mais qui en font. Et comment? Et dit-il à un moment donné, le surréalisme poursuit cette curieuse entreprise de réaliser le néant par trop plein d'être. Bon, c'est absolument sartrien, mais le reste est plus curieux. C'est toujours en créant, c'est-à-dire en ajoutant des tableaux aux tableaux déjà existants et des livres aux livres déjà édités que le surréalisme détruit. De là, l'ambivalence de ses œuvres. Chacune d'elles peut passer par l'invention barbare et magnifique d'une forme, d'un être inconnu, d'une phrase inouïe, et devenir comme telle une contribution volontaire à la culture. Cependant, chacune de ces œuvres est un projet d'anéantir tout le réel en s'anéantissant avec elle. Or, s'il y a du vrai dans ce que dit Sartre, il y a aussi du faux, parce que Sartre n'a pas une grande idée de la création artistique ou poétique, n'est-ce pas?
c'est éminemment un moraliste, même, je crois, plus qu'un philosophe. Et il est évident que ce paradoxe, en effet, en somme, de sacraliser le néant en produisant des œuvres, en somme, en son honneur, est évidemment le fait qu'on faisait sur le fond de néant, en effet, apparaître le plus d'êtres possible. Ce qui aurait dû ravir Sartre, au fond. Sur cet écran de néant, nous voulons projeter des êtres. Mais évidemment, des êtres qui sont, autant que possible, disons le vieux mot, d'inventer. C'est-à-dire n'ayant plus de compte à rendre, ni à une religion, ni à une morale, ni à une esthétique, ni à une manière d'être. Il s'agissait d'être, au fond, hirsute de toute manière, mais d'une manière créative. En principe, le surréaliste, peintre, ne s'intéresse pas à la peinture. Même quand il a été, comme la plupart de mes camarades, mes compagnons de route, même quand il a été formé dans des académies. Il renie l'intérêt que peut avoir ce que nous appellerions tous les deux la poétique de la peinture comme la poétique de la sculpture, c'est-à-dire une possibilité d'imagination dans la forme, la forme concernant elle-même, contenant un contenu, si j'ose dire. Pour mes camarades, il n'était pas question de dire ça, n'est-ce pas? Il y avait le contenu qui comptait, le contenant ne comptait pas. Or, moi, hypocritement d'ailleurs, je dois le dire, assez hypocritement, je gardais quand même une sorte de nostalgie de ce que j'avais appris depuis mes regards premiers sur l'impressionnisme, sur le néo-impressionnisme, sur les symbolistes, les peintres symbolistes, même Maurice Denis. Et je rejetais tout ça, mais au fond de moi-même, il est évident que je tenais à ce que l'imagination créatrice se compose des deux. Imagination par la forme elle-même, qui donc possède, disons, pour faire quelque chose de mathématique, la moitié, n'est-ce pas? Et l'autre moitié de déboucher, alors volontairement, sur le monde imaginaire. Là, je ne suis plus impressionniste, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas renier ce côté, ce métier pictural, n'est-ce pas? C'est encore une fois la même chose. L'imaginaire n'est pas l'imagination, n'est-ce pas? Enfin, les deux choses peuvent se séparer, n'est-ce pas? On peut dire, par exemple, que Cézanne est imaginatif devant la nature, parce qu'il transforme un paysage que nous avons là, ce paysage, en ce qu'il dit du Poussin sur nature. Enfin, cette métamorphose est tout de même imaginative, non? Ce n'est pas de la photographie qu'il fait. Donc, il imagine devant la nature.
Il y a donc cette imagination-là que j'ai considérée comme très valable, mais qui n'était pas orthodoxe. Ce qui était orthodoxe, c'était l'apparition d'une figure étrange, insolite, n'est-ce pas? Alors là, nous avons évidemment le conflit. Et c'est par là que j'ai été très vite rebelle. Les surréalistes reconnaissent que leurs ancêtres immédiats sont des symbolistes. Donc ils se reconnaissent des ancêtres, tout en ayant dit avant, nous n'avons pas de parents. Oui, mais ça, c'était une boutade de jeunes, une foucade, n'est-ce pas? Et alors après, le surréalisme a eu une tendance, alors à mon avis, à être trop orthodoxe. Voilà. C'est pour cela qu'il dispute avec Breton sans cesse à ce sujet. J'ai dit mon horreur du dogmatisme, y compris du dogme surréaliste. C'était dans ma nature. Mais ça faisait des étincelles, naturellement. C'est moi qui ai lâché Breton. Il y a 2 fois, il est venu pour me relancer. La deuxième fois, j'ai été absolument, je dois dire, misérable. La première fois, je lui ai dit que j'avais besoin de prendre l'air, enfin, avec beaucoup de discrétion, enfin, que j'étais très reconnaissant du séjour dans le paradis surréaliste. Il fallait que je m'évade. Et la seconde fois, il m'a dit, écoutez, je ne peux pas, parce que je lui ai dit, oui, la première fois, je lui ai dit, et puis je ne peux pas supporter le mimétisme autour de vous. Et alors il m'a dit, il n'y a pas de mimétisme autour de moi. Il était froissé, n'est-ce pas? Alors je lui parle d'une chose qui s'est passée 3 jours avant, nette, où un de mes amis avait été malmené d'une manière très injuste par Breton, et où tous les autres surréalistes avaient pris parti. Et au fond, c'est ça qui a déclenché mon départ. Cette histoire d'un ami, Roland Tual, était un homme d'esprit, mais évidemment, Breton détestait les hommes d'esprit. Il aimait les hommes d'humour, il n'aimait pas les hommes d'esprit. Alors il dit, mais il n'y a pas de mimétisme là. Alors je lui dis, voilà ce qui s'est passé, etc., à cause de Roland Tual. Ah, mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que j'ai jamais fait pression sur vous. Je lui dis, donc vous venez d'avouer que vous faites pression sur les autres. Ce qui était absolument le langage du XVIIe siècle. Rien à dire. Alors il a fait des gestes comme ça, mais il n'y a pas de doute qu'il tenait beaucoup à ma présence dans le surréalisme. Je ne dis pas ça par vanité. Il y a qu'à lire ce qu'il a écrit sur moi. Alors il est revenu me relancer 15 jours après avec une très jolie femme qui était sa nouvelle bonne amie. Et il me dit, ça ne peut pas me suivre les raisons que vous m'avez données pour votre détachement, notre mouvement. Il y a autre chose encore. Alors moi, pris de court, je dis, ah oui, c'est l'inégalité de fortune. L'inégalité de fortune, cher ami, que voulez-vous dire par là? Oui, il y a des surréalistes pauvres et il y a des surréalistes riches, beaucoup plus de pauvres que de riches. Mais j'aimerais, puisqu'en ce moment nous nous tournons vers le socialisme, que nous mettions notre argent en commun. Je dis, je sais bien que j'y gagnerai, mais oui. Mais enfin, moralement, je crois que c'est une chose qui vraiment s'impose. Alors, il m'a dit, évidemment, c'est une gaminerie telle qu'il l'a évidemment fichu en l'air. Il avait raison. Il a dit, enfin, c'est pas sérieux de plaisanterie pareille. Enfin, il se lève avec sa bonne amie. Il dit, je vois qu'il y a un abîme entre nous. Il est parti. C'était assez beau d'ailleurs, dramatique, car il était désolé. Moi, j'étais agressif, méchant. Lui était vraiment un homme, il était très bien.
quand j'ai vu qu'on m'abandonnait, que j'étais abandonné, quand j'ai quitté le surréalisme, j'étais abandonné. Les amateurs que j'avais, en majorité, étaient des amis surréalistes, étaient envoûtés par Breton, qui était un fascinateur, n'est-ce pas? Attention, hein. Pas seulement les garçons qui étaient autour de lui, mais à l'extérieur. Vous comprenez? Il était arrivé à fasciner le père Doucet, c'était pas difficile, ce vieux crocodile. Tout d'un coup, j'ai perdu tous mes amateurs. J'étais heureux. J'ai quitté Paris en décidant de ne plus y revenir. C'est toujours ces défis. Je me suis installé à Grasse, aux environs de Grasse, pas à Grasse d'ailleurs, en pleine campagne, de floraison, de fleurs, d'œillets, de jasmin, etc., dans une folie du XVIIIe siècle, que ne valait coûter presque rien. J'avais eu tout d'un coup, c'est justement chose curieuse, au moment où ma cote commençait à venir, il y a tout de même un marchand de tableaux qui avait acheté un tableau de moi à ma première exposition et qui me fait signe pour me faire un contrat avec moi pour quitter Calvaire. C'était Paul Rosenberg qui était le plus grand marchand de Paris et associé avec Ville-de-Chêne. Vous imaginez ce que ça peut représenter, n'est-ce pas? Je travaille à perdre haleine pendant 2 ans, donnant tous mes tableaux à ce gars-là. Il fait une exposition, pas un tableau vendu, et 2 articles. Dont 2 articles dans des journaux d'extrême droite. Ah, baba. Et bon. Et bon. Dans la nouvelle, dans l'Action française, oui, et dans la Liberté. Et dans l'Action française, le gars disait: voilà un peintre qui est vraiment un peintre, parce qu'il a le sens du faste. Parce que vous savez, à l'époque, c'était déjà l'art pauvre. De Rhin, il fallait mettre un pichet genre cruche de prison, le pain sec, le pain dur. Et alors moi, ma période de Charles Rosenberg, c'était des jaunes, des rouges, des lignes qui n'en finissaient plus. Enfin, le faste, comme un vol de triomphal, etc. C'était les massacres, qui sont tous d'ailleurs comme des fêtes, n'est-ce pas? Et il dit, voilà un homme qui a le sens du faste, ces choses perdues, il n'est pas un ascète, etc. Cet article est extraordinaire. Il faut compter sur lui, c'est lui qui remettra la peinture dans sa vraie voie, qui est celle, en effet, d'une vision triomphale du monde et non pas une vision misérable du monde. Masson, peintre fastueux. C'est la coloration souvent violente qui donne cette impression. C'est cette même coloration que d'autres critiques ont souvent reproché au peintre, et pourtant la couleur n'est ici jamais représentative d'elle-même. Elle est toujours véhicule d'une idée, d'un émoi. Une toile de Masson est avant tout un équilibre entre le cri émotionnel primaire et une forme adéquate au caractère de ce cri. Voilà peut-être le fil conducteur qui relie toutes les œuvres de Masson, du tableau que Breton découvrit au printemps 1924 à la Galerie Simon, jusqu'à celui qui se trouve en travail sur son chevalet. Masson est à coup sûr un des meilleurs connaisseurs de la chimie, des problèmes optiques et généralement de la technologie de la couleur. C'est lui, par exemple, qui, dans ses tableaux de sable, a mis au point le seul procédé permettant la réalisation d'une œuvre automatique selon les exigences des surréalistes. On pense ici évidemment tout de suite à Jackson Pollock, le peintre américain, et ce dernier n'a d'ailleurs jamais caché avoir trouvé sa technique grâce à Masson qu'il connut pendant la guerre, lorsque ce dernier s'était réfugié aux États-Unis. L'influence que Masson a eue sur la peinture américaine est énorme. Les toiles, comme celles inspirées par les migrations, ont certainement, et dans le meilleur sens du terme, impressionné des hommes comme Marc Tobey. Alors là, j'ai voulu exprimer beaucoup plus que des migrateurs, et pas des émigrants, des migrateurs. Je pense aussi aux hommes qui ont subi tant de migrations à notre époque, mais aussi aux oiseaux, aux animaux. Alors là, j'ai voulu montrer le mouvement de la migration. C'est-à-dire que des gens sont là,
comme on dit, chez eux, et ils sont obligés de franchir une sorte de frontière pour arriver plus loin. C'est donc le mouvement même d'une migration que j'ai voulu peindre. C'est le mouvement plus que des migrateurs. Parce que j'ai peint aussi des migrateurs. Mais là, c'était le mouvement même de passer d'un lieu à un autre. Au fond, la migration, c'est ça. C'est au fond un tableau de l'errance, n'est-ce pas, de l'homme errant. Un jeune philosophe me disait, avec deux thèmes comme les massacres et les migrations, vous représentez assez bien l'époque dans laquelle nous vivons. Il faut dire que c'est assez vrai. Sans vouloir faire de la peinture d'histoire. Cette toile m'a été inspirée par la relecture, c'est un livre que je connaissais, de Kierkegaard, qui s'appelle Le traité du désespoir. J'en ai fait toute une série aussi. Là, c'était montré d'une manière purement graphique des attitudes d'accablement, de misère. Et l'aluminium qui est joint un peu partout à la peinture donne à ça, en effet, une espèce, comme vous disiez, une espèce de froideur glaciale parce que le désespoir n'est pas chaud. Kleist. Ce n'est pas par hasard que Masson l'a choisi pour composer l'un de ses plus beaux portraits, l'un des plus violents aussi. C'est que Masson est également, et avant tout, un peintre qui refuse la fixité. Non seulement sa recherche l'oblige à remettre en question sa technique et ses moyens à chaque fois qu'il entreprend une nouvelle toile, mais sa conviction très personnelle le pousse à voir les choses et les êtres toujours dans leur devenir. Son pinceau fixe un moment pris entre deux éternités. Oui, c'est pour ça que je crois qu'un artiste peut changer beaucoup, et moi je suis pour, mais qu'il y a tout de même une sorte de fil d'Ariane, qui est, peut-être le dire à propos de calligraphie, il y a tout de même un fil conducteur qu'on retrouve dans toute l'œuvre. Et d'ailleurs, à notre époque, c'est tout à fait normal, puisqu'on est à la fin d'un art, qu'un artiste tourne de tous côtés, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne suis pas le seul, il y a des exemples brillants dans ce domaine. Autrefois, c'était autre chose. L'artiste avait sa méthode. Généralement, il apprenait ça tout jeune, puis il continuait. Mais le moment vient où la peinture se trouve en crise, et ça, c'est dès le romantisme. On peut dire en gros, je crois, qu'il n'y a pas eu d'artiste inquiet avant le 19e siècle. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Et les artistes étaient tellement sûrs de leur métier, et sûrs de leur expression, et puis la destination était toujours là. Une œuvre était toujours destinée à aller quelque part. Maintenant,
nos tableaux sont errants, n'est-ce pas? Les sculptures aussi, c'est très rare qu'il y en ait une qui soit fixée sur une ville. Alors le fait même que nous sommes vagabonds, que nos tableaux, la plupart de mes tableaux, je ne sais pas où ils sont. Où sont-ils? J'en sais rien, ils sont passés de main en main. J'ai fait une fois une chose fixe, c'est le plafond de l'Odéon, mais on peut très bien aussi en mettre un autre dans quelques temps, avec une autre époque bouleversée. Ah. Alors je trouve que justement, il faut comprendre ceci, c'est que le peu de stabilité qu'a l'esprit de l'artiste aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peut le conduire qu'à faire une œuvre instable, elle aussi. Et c'est ce que je dis toujours, on me reproche d'aller dans les voies les plus diverses, mais on n'a jamais attribué un de mes tableaux à quelqu'un d'autre qu'à moi. Tout de même. Alors, ça c'est un test. Jamais ça n'est arrivé une fois. C'est ma seule doctrine, il y a un moment donné où il faut que je tourne le dos à moi-même, c'est-à-dire que j'aille sur un autre chemin. J'ai une manière de concevoir la continuité qui n'est pas du tout orthodoxe. Pour moi, la continuité, c'est de partir sur les routes, de prendre un sentier, etc. Je crains beaucoup que les peintres qui se fixent sur leur tableau pour le répéter jusqu'à leur mort, je crains bien que c'est par manque d'imagination. Mais les artistes les plus intéressants de notre temps, ce sont des gens qui ont beaucoup changé. Pas le moindre doute. Et pour en venir toujours aux sages de la vieille Chine, de l'ancienne, le plus grand voyageur est celui qui ne sait où il va. C'est vrai. Le voyageur qui sait où il va n'est pas un grand voyageur.